Si on cherche l'indicateur le plus fiable pour prédire la valeur immobilière et la vitalité d'un quartier montréalais, ben, on aurait tort de s'attarder juste sur les stations de métro. Ouais, ou sur les nouvelles pistes cyclables, ou même les supermarchés en fait. Exactement. On devrait plutôt chercher les marquises de théâtre. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une grande plongée dans un document assez fascinant. Très fascinant. C'est le Guide enrichi des théâtres de l'île. C'est un rapport super détaillé qui vient des plateformes wikiresidence.ca et infodrone.ca. Et juste pour être bien clair dès le départ, notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire la critique de la dernière pièce à l'affiche. Non, vraiment pas. On laisse le volet artistique aux chroniqueurs culturels. Notre angle d'approche ici, il est purement structurel et urbain. Ouais, on garde le béton et l'économie, genre. C'est ça? Ce que ce document démontre avec des données tangibles, c'est que la cinquantaine de lieux de diffusion théâtrale sur l'île de Montréal, ce ne sont pas juste des boîtes noires où on divertit les gens le week-end. Non, ce sont des infrastructures dures. Absolument. Au même titre qu'un pont ou un hôpital. Ce sont des lieux qui dictent l'économie locale, qui façonnent carrément l'empreinte physique de la ville. C'est un changement de paradigme énorme, je trouve. Parce que, je veux dire, on a le réflexe de voir la culture comme un luxe, une cerise sur le gâteau urbain. Ouais, une dépense optionnelle. Exact. Mais le guide affirme que sans ces espaces, Montréal perdrait littéralement son moteur de développement. Cela dit, et là je me fais l'avocat du diable, ça me laisse un peu perplexe au premier abord. Ah oui? Pourquoi? Mais d'un point de vue strictement immobilier ou commercial, un théâtre dans un quartier résidentiel, ça peut sembler être une nuisance. Ah, je vois ce que... Je veux dire, ça génère du bruit tard le soir, ça attire des foules massives qui monopolisent le stationnement résidentiel, et puis le bâtiment lui-même, il est souvent fermé la majeure partie de la journée. C'est une objection très valide. J'aurais pensé que ça ferait fuir les investisseurs, honnêtement. Et c'est souvent la crainte des résidents lors de l'implantation d'une nouvelle salle, en fait. Mais il faut analyser la mécanique économique de ce qu'on appelle le temps de séjour. Le fameux dwell time? Voilà, le dwell time en urbanisme. Contrairement à une épicerie où l'on entre et sort en 30 minutes, un spectateur de théâtre, lui, il s'installe dans le quartier pour une période de 4 à 5 heures. Ah, d'accord. Donc l'impact déborde largement de la salle. On n'y va pas juste pour la représentation. Exactement. Le rapport souligne que le secteur culturel représente environ 6% du PIB de la métropole. 6%, c'est énorme. Oui, et ce n'est pas généré uniquement par la vente de billets. Quand on parle des 2 millions d'entrées annuelles dans les théâtres montréalais, Attends, c'est 2 millions par année? oui, ça c'est un chiffre enregistré avant ce que le rapport nomme la période de consolidation. Donc on parle de 2 millions de personnes qui vont chercher un restaurant à 18 heures, qui vont payer pour du stationnement, qui vont peut-être prendre un verre après le spectacle. Ok, attends, juste pour clarifier une notion technique ici pour notre auditoire. Quand le document parle de cette période de consolidation, on fait référence à quoi au juste? Cela fait référence à une phase de restructuration assez récente. Plusieurs petites compagnies et salles indépendantes qui étaient souvent fragilisées financièrement ont dû fusionner leurs ressources. Pour survivre, j'imagine. C'est ça. Centraliser leurs opérations pour survivre aux fluctuations économiques et stabiliser leur modèle de financement. C'est le moment où le secteur est passé d'une multitude d'initiatives un peu précaires à un réseau d'infrastructures beaucoup plus solide. D'accord, donc ça donne un réseau plus robuste. Ça me fait vraiment penser à une comparaison avec le monde du commerce de détail, genre les centres commerciaux. Ah oui, l'analogie du centre commercial. Ouais, les développeurs, ils s'arrachent pour avoir ce qu'on appelle un magasin pilier, le anchor store, un gros joueur qui va attirer la masse. Et les petites boutiques autour, elles survivent grâce au trafic généré par ce géant-là. Mhm. Un théâtre en milieu urbain, ça agit exactement comme ça. C'est l'encre commerciale d'une rue. C'est une excellente façon de le visualiser. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce magasin pilier culturel, en plus de générer de l'économie, il s'inscrit souvent dans une démarche de sauvegarde architecturale. Ah, la réutilisation des vieux bâtiments. Exact. Ça ajoute une valeur inestimable au tissu urbain. Le rapport met vraiment en lumière cette spécialité montréalaise, la réutilisation du patrimoine. Plutôt que de raser des bâtiments historiques pour construire du neuf, on adapte. Le document cite d'ailleurs un cas d'école très précis à ce sujet-là. C'est le Théâtre Paradoxe, sur le boulevard Monk dans le sud-ouest. Un exemple magnifique. C'est une ancienne église. Et la mécanique derrière cette transformation, elle est juste brillante. Une église, par définition, c'est déjà conçu avec une acoustique spécifique. Avec de hauts plafonds? Ouais, de hauts plafonds. Et c'est déjà un point de convergence historique pour la communauté locale. Donc, en la convertissant en salle de spectacle, on sauve un bâtiment patrimonial massif de la démolition, ou pire, d'une transformation en condo générique.
ce qui préserve l'âme visuelle du boulevard, évidemment. Et le paradoxe est particulièrement intéressant parce qu'il ajoute une couche de théâtre social et d'insertion socio-professionnelle. Donc c'est pas juste des spectacles le soir. Non, en fait, non seulement la brique et les vitraux sont sauvés, mais la fonction originelle du lieu, qui était d'être un point de rassemblement et d'entraide, elle est modernisée et maintenue. C'est super ingénieux. Entrepôt à La Chine, qui est une maison de la culture, ayant réhabilité un ancien bâtiment industriel. Pour un investisseur immobilier, voir de tels projets aboutir, ça signale qu'une administration locale est prête à investir lourdement dans son quartier. Ça sécurise le capital. Ouais, ça envoie un message de stabilité. Mais si ces bâtiments agissent comme des ancres économiques et sauvent le patrimoine, ça soulève une autre question fascinante. Est-ce que tous ces magasins piliers offrent le même produit? C'est-à-dire? Si on se promène de quartier en quartier, la carte du rapport montre une spécialisation géographique extrême. L'identité même du code postal semble dicter le type d'art qui s'y crée. Absolument. L'urbanisme culturel n'est jamais uniforme. Le guide cartographie la ville en plusieurs pôles distincts pour démontrer ce phénomène-là. Et tout commence, logiquement, par le noyau dur. Le cœur culturel. Exact, le cœur culturel, qui correspond au centre-ville et au quartier des spectacles. Là, on parle des vrais mastodontes. Le Théâtre du Nouveau Monde sur Sainte-Catherine, qui est vraiment la forteresse des grands classiques. Oui, le fameux TNM. Et il y a le Théâtre du Rideau Vert sur Saint-Denis, qui porte quand même le titre impressionnant du plus ancien théâtre francophone professionnel en Amérique. C'est pas rien. Sans oublier le complexe de la Place des Arts, avec le Théâtre Maisonneuve pour la danse et Jean Duceppe. Ce sont des institutions avec d'énormes budgets. Et ces grandes scènes, elles nécessitent un achalandage touristique et régional massif. C'est pour ça qu'elles sont à proximité des stations de métro centrales et des grands hôtels. Mais, et c'est là que ça devient intéressant pour l'urbanisme, la dynamique change drastiquement quand le guide nous fait bifurquer vers l'est de la ville. Ouais, l'Est et le plateau Montréal. Voilà. On quitte la préservation du patrimoine classique pour entrer dans ce que l'on pourrait appeler l'écosystème de l'avant-garde. Le contraste, il est saisissant dans le rapport. On passe soudainement à des lieux comme le théâtre de Katsu, qui est reconnu pour des créations super audacieuses. Et le théâtre d'aujourd'hui? Oui, le théâtre d'aujourd'hui. Leur modèle d'affaires, c'est de ne produire que des auteurs d'ici. C'est un parti pris énorme quand on y pense. Tout à fait. Et puis, en plein quartier centre-sud, il y a Espace Libre, qui repousse toutes les limites du théâtre expérimental et engagé. Et un peu plus loin, le théâtre Denis Pelletier dans Hochelaga. Qui se concentre vraiment sur un public étudiant avec le grand répertoire. Mais là, la question qui me vient, c'est comment un théâtre expérimental, avec une petite jauge de spectateurs, comment ça peut transformer un secteur résidentiel ou post-industriel? C'est une excellente question. Il faut voir ces petites salles de quartier comme les laboratoires de recherche et développement de la ville. La R&D urbaine, en gros. Exactement. Une superproduction au centre-ville ne peut pas se permettre de tester un format radical. Le risque d'aliéner le grand public est trop fort et les coûts fixes sont beaucoup trop élevés. C'est trop risqué financièrement. En revanche, un espace dans un secteur post-industriel où les loyers étaient historiquement plus bas peut absorber ce risque-là. C'est littéralement la R&D culturelle. Oui, et cette R&D a un impact physique direct. Le rapport cite le théâtre Zécurie, dans Villeray. En servant d'incubateur pour les jeunes compagnies, ce lieu-là attire un profil démographique très spécifique. Genre de jeunes professionnels, des créateurs? Des étudiants en art, oui. Et cette affluence quotidienne justifie ensuite l'ouverture d'un café indépendant au coin de la rue. Et après une librairie? Exact. Le tissu économique du secteur se modifie organiquement autour de ce pôle de création. Et souvent, sans raser le passé ouvrier du quartier, mais en s'y greffant. C'est une forme de gentrification, mais pilotée par la culture plutôt que par la simple spéculation foncière. Ça me fascine vraiment. Mais si l'Est et le centre jouent les rôles de laboratoire et d'institution, qu'en est-il des banlieues pures et dures? Ah, le mythe de la banlieue? C'est ça. Il y a ce cliché coriace, cette idée, prenez à tous, qui veut que les zones résidentielles éloignées soient des déserts culturels absolus. On assume qu'au-delà de l'autoroute, il n'y a que des centres d'achat. Et des files de voitures. Ouais. Mais le rapport détruit cette notion-là de façon assez spectaculaire quand il se penche sur le pôle de l'ouest de l'île. C'est l'une des sections les plus contre-intuitives de toute l'analyse. L'ouest n'est pas juste une simple banlieue dortoir où les gens doivent obligatoirement descendre en ville pour se divertir. C'est ici que ça devient vraiment intéressant.
Le document recense des infrastructures professionnelles majeures là-bas. Il y a 3 exemples qui retiennent l'attention. La salle Pauline-Julien, présentée comme le joyau francophone de Pierrefonds à l'île Bizarre. Oui, un lieu central pour l'Ouest. Il y a aussi le théâtre Cassegrain au John Abbott College, un pilier anglophone. Et puis, sur une note plus intime, le centre culturel Stuart Hall. Ah oui, avec sa programmation dans un manoir historique. C'est ça. Mais le truc, c'est que ce ne sont pas juste de jolis bâtiments communautaires. Il y a une donnée chiffrée dans le rapport qui m'a complètement fait tomber en bas de ma chaise. Je devine que vous parlez des taux d'occupation. Mais oui, des salles comme Pauline-Julien affichent des taux de remplissage de plus de 85% pour les séries théâtrales. 85%! C'est énorme. C'est colossal pour une salle en dehors du circuit métropolitain central. Ça prouve que les résidents refusent l'idée de devoir toujours descendre au centre-ville. Et si l'on relie cela à la situation globale, ce chiffre révèle un comportement de consommation très clair. Les résidents préfèrent de loin investir dans l'économie de leur propre arrondissement. Plutôt que de s'infliger le trafic, c'est clair. Exact. On évite les heures de pointe, les problèmes de stationnement liés à un déplacement vers le quartier des spectacles. Et ça crée une microéconomie circulaire très puissante dans l'Ouest. C'est hyper logique. Si j'habite à Pierrefonds, aller voir une pièce le mardi soir au centre-ville, c'est une expédition logistique. Mais si j'ai une offre de qualité professionnelle à 15 minutes, mon budget culturel reste dans mon quartier. Le restaurant qui en profite, c'est celui de ma rue. Exactement. Mais au-delà de l'économie, le rapport insiste beaucoup sur le fait que ces lieux agissent comme un ciment social. Un ciment social. Oui, un outil indispensable pour lutter contre l'isolement qui est inhérent à l'étalement urbain. Dans des secteurs où il y a peu de places publiques traditionnelles, le hall d'un théâtre devient l'agora moderne. C'est le point de rencontre de la communauté. C'est ça. De plus, ces théâtres jouent un rôle de passerelle démographique. Ils créent des ponts entre la population anglophone historiquement établie et les nouvelles familles francophones ou allophones qui s'installent massivement dans l'Ouest depuis quelques années. Et ce ciment social nous amène directement à la dernière grande dimension abordée par le guide. Parce qu'on a parlé de géographie et d'économie, mais Montréal a une caractéristique qui la rend unique au monde. Sa diversité. La diversité linguistique et ethnique, ouais. La mosaïque montréalaise se transpose directement sur ces scènes. Le document identifie ça sous le nom de pôle multiculturel et des langues. Évidemment, il y a le pôle anglophone avec de grandes institutions. Comme le Centaure et le Segal Center. Oui, mais l'analyse va beaucoup plus loin et explore les pôles identitaires et les langues. Et c'est là qu'on trouve des initiatives exceptionnelles. Des joyaux absolus. Moi, je me suis enthousiasmé sur le cas du théâtre yiddish Dora Wasserman. C'est unique au Canada. C'est ça, la seule compagnie du genre au pays. Ils jouent en yiddish, mais ils intègrent des sous-titres en français et en anglais. C'est brillant. Une langue historique devient soudainement accessible à tous. Et d'un point de vue urbain, cela transforme une rue, comme le chemin de la Côte Sainte-Catherine, en une destination culturelle mondiale. Oui, parce que c'est rare. Les publics de niche sont des publics extrêmement fidèles et prêts à voyager. La présence d'une telle institution consolide l'identité historique de la communauté juive montréalaise tout en l'ouvrant à l'ensemble de la population grâce aux surtitres. C'est une valorisation symbolique de l'espace urbain. La valorisation symbolique, c'est un concept fort. Et ça s'applique à tellement d'autres exemples dans le document. Il y a le Black Theatre Workshop, le BTW. La plus ancienne compagnie de théâtre noir au Canada. Exact, avec des œuvres souvent bilingues. Il y a aussi le Tesri Dunia Theatre, qui fait dans le théâtre politique sur les réalités sud-asiatiques, sans parler du MAI ou du théâtre de l'œil ouvert. Qui soutiennent la diversité, les communautés racisées, LGBTQ+, et les langues populaires. Et pour comprendre l'impact réel de ces initiatives, il faut regarder les budgets publics. Où va l'argent ? Le rapport détaille que le Conseil des arts de Montréal alloue plus de 20 millions de dollars annuellement aux arts. C'est une belle somme. Oui, mais la donnée critique, c'est l'augmentation récente de près de 15% pour les projets de diversité qui ciblent spécifiquement des compagnies comme le BTW ou Tesserie Dunia. Une augmentation de 15%, c'est un message clair. Les décideurs publics ne font pas ça par simple charité artistique. Absolument pas. Cela soulève une question importante. C'est vu comme un investissement structurel. Quand on finance la représentation d'une communauté sur scène, on valide l'existence de cette communauté dans l'espace urbain. Ça officialise leur place dans la ville. Oui, ça donne une légitimité qui, par effet domino, rend un quartier plus attractif culturellement et augmente sa valeur symbolique et immobilière. C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
Si on rassemble toutes les pièces, la conclusion c'est que Montréal n'est définitivement pas qu'une grille froide de rues et de condos. Non, vraiment pas. Que ce soit une ancienne église convertie dans le sud-ouest, un labo de création d'avant-garde dans l'est, une salle comble en anglais à Sainte-Anne-de-Bellevue, ou du théâtre en yiddish, la culture respecte et élève la topographie humaine de l'île. Le but de ce document, en fin de compte, c'est de rendre l'invisible visible. Pour les personnes qui nous écoutent, la prochaine fois qu'un théâtre est aperçu au coin de la rue, il ne faut plus le voir comme un simple bâtiment de divertissement. Mais plutôt comme quoi? Comme le battement de cœur de la santé immobilière, économique et sociale du quartier. Observez le café d'en face, le flot de piétons, vous comprendrez tout de suite. C'est clair. Ça donne une toute nouvelle dimension à une simple marche en ville. Mais toute cette analyse, ça laisse aussi une pensée un peu provocatrice pour la fin. Ah oui. On vient de démontrer que la vitalité et la valeur d'un quartier physique dépendent intimement de ces espaces de rassemblement tangibles, de ces chaises, de ces briques. C'est vrai. Alors, pour notre auditoire, voilà de quoi cogiter. Que se passera-t-il pour l'âme de nos villes si un jour notre consommation culturelle devient exclusivement numérique et isolée dans le confort solitaire de nos salons? Si ces bâtiments disparaissent, est-ce que c'est toute la ville qui meurt à petit feu? C'est la question qu'on vous laisse. Une excellente réflexion pour conclure. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces données. À la prochaine pour une autre exploration en profondeur.